Qui était Ernest Ouandji? Le père fondateur avec les autres du Cameroun. Le Cameroun doit sa liberté à son âme immortelle. Et Ernest Ouandji fait partie intégrale de l'âme immortelle du peuple camerounais. Quelle était sa vision? La vision d'un pays et d'un peuple qui a pleine possession de son État. Et c'est cette compréhension qui est un peu difficile parce que les gens ont cru à un moment donné que la déclamation de l'indépendance était l'indépendance. Or, si on s'en tient à ce qu'on sait, on est tout à fait d'accord que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore indépendants. Nous n'avons pas encore l'entière expression de notre souveraineté entre nos mains. Et c'est de cela qu'il s'agissait. Lorsque, et c'était très bien le documentaire que vous avez montré, lorsque la France a court-circuité l'indépendance du Cameroun et a confisqué près de 3/4 des éléments de souveraineté du Cameroun. Parce que justement, la question qui me semble taraude les esprits aujourd'hui, c'est celle de comprendre pourquoi est-ce qu'après l'indépendance du Cameroun oriental, le 1er janvier 1960, suivi de l'indépendance du Cameroun occidental, le 1er octobre 1961, bien sûr accompagné de la réunification, les leaders nationalistes ont continué la lutte. Que cherchaient-ils? Que revendiquaient-ils? Ils cherchaient la mise en place des conditions de l'expression de la pleine souveraineté du peuple. Parce que la France a confisqué l'indépendance du Cameroun et a donné la liberté à un individu et mis en esclave toute la population. C'est un peu ça la conséquence de la non-résolution du contentieux historique. Quand vous êtes souverain, c'est vous qui choisissez vos dirigeants. Il faut que vous vous rappeliez qu'en 1959, lorsque Mesmer a réussi à faire retourner, à dire qu'elle va utiliser les déclamations simplement des théories libérationnistes de l'UPC contre l'UPC, c'est-à-dire l'indépendance, il inverse même les principes d'orientation. L'UPC avait dit qu'il faut d'abord la réunification, ensuite l'indépendance, adossée à la souveraineté économique. Parce que quand on dit souvent élévation du standard, les gens pensent qu'il s'agit d'un slogan creux. Non. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec celui qui était devenu Jean Assoumouvé, l'argentier du Cameroun, qui s'était inspiré de travaux de l'UPC et qui avait fait le choix des plats quinquennaux. Il disait que l'UPC parlait même déjà de l'indissociation de la souveraineté monétaire et de la souveraineté sécuritaire de la souveraineté nationale. Ce sont ces questions-là qui, pour les nationalistes camerounais, devaient faire débat. Il faut que les gens intègrent que lorsque Moumié et ses camarades, et même Oumniobé, dans les discussions qu'il avait eues par anticipation, il est clair qu'ils avaient commis un document pour dire ce que signifierait la souveraineté nationale pour le Cameroun. Et ces documents existent. La bibliothèque du Sénat américain a le plus important document, la solution au problème camerounais. Et donc la question, le combat a continué, pas parce qu'ils voulaient combattre, parce qu'on refusait de les écouter et d'accepter. Parce que lorsque la décision est prise, qu'on sera définitivement indépendant, on demande l'organisation d'une conférence de la table ronde, qui est refusée. Donc il ne faut pas qu'on rentre dans un débat qui fait croire qu'ils avaient une volonté, n'est-ce pas, je pourrais dire cardinale, d'en finir et de mener un combat sanglant pour chasser ceux qui étaient au pouvoir. Ce n'était pas ça la question. Une seconde, juste à la suite, pour qu'on se comprenne bien. Justement, l'insistance de l'Union des populations du Cameroun a fait en sorte que, lorsque Mesmer accepte cette déclamation, qu'on organise une session spéciale Cameroun-Nations Unies. Je pense que c'était du 13 février au 4 mars 1959. Moumnié Iye, encadré par Gamal Nasser et Sékou Touré. Même au CND. Voilà, et au sein d'Afana, en fait, j'ai dit, il conduit la délégation encadrée par ces deux présidents-là. Je pense que Nkrumah également. Il demande à Kosciusko Morizet, qui accompagnait la délégation française, qu'il y ait une concertation entre Ahidjo et lui. D'abord, il a dit « mon frère Ahidjo », mais avec vous qui êtes nos amis. Kosciusko Morizet refuse. Et Moumnié rappelle ce que Oum disait 52, 53, 54.
vous allez remettre le pays à mon frère Ahidjo. Il est essentiel que vous l'aidiez à faire ce Cameroun d'un pays prospère en commençant par la réunification. Parce que si on ne le fait pas tout de suite, vous allez créer un différend que il sera difficile de résoudre. Alors, professeur Emmanuel Tchumchoua, je l'indiquais tout à l'heure, en 1960, le Cameroun français accède à l'indépendance. 1er janvier 1960. Pourtant, le 3 novembre 1960, donc plusieurs mois après, le président Félix Roland-Moumié est assassiné à Genève. Le 15 mars 1966, Castor Ossene Afana est tué en Ndélé. Puis, le 15 janvier 1971, c'est Ernest Ouandié qui est fusillé sur la place publique à Bafoussam. C'est au terme d'un procès 3 semaines plus tôt, au cours duquel, n'est-ce pas, il est condamné par le tribunal militaire. Je rappelle tous ces événements pour qu'on voit que cela a lieu après l'indépendance en 1960. Est-ce qu'on peut donc considérer tout cela comme étant des personnes qui, en réalité, ne travaillaient plus ou ne combattaient plus pour l'indépendance qui a eu lieu en 1960? Bon, je vois qu'il faut remonter très loin. En 1948, quand on crée l'UPC, et Cheikh Anta Diop le dit, c'est le seul mouvement avec les magages dans toute l'Afrique francophone qui revendique l'indépendance. Pour beaucoup de personnes, c'était un rêve. Et donc, dans l'Empire français, en Afrique, il n'y a que l'Algérie ou le Cameroun où les gens disent « nous voulons l'indépendance ». Et les Français ne veulent pas l'indépendance. Ils mettent tout en œuvre pour que ceux qui ont revendiqué l'indépendance n'aient pas le pouvoir. Et ils choisissent les adversaires de l'indépendance. Il faut bien dire ça. Monsieur Ahidjo était un adversaire de l'indépendance. Quand on va aux Nations Unies en 1952, on envoie Okala qui sera ministre des Affaires étrangères en tout temps. Il dit que non, c'était un rêve. Donc, le gros problème, c'est que l'indépendance du Cameroun a été confiée aux adversaires de l'indépendance, qui n'avaient aucune légitimité historique. Et comment ça s'est passé? Vous savez que, d'abord, ils ont commencé par Bida. Ils se sont rendus compte que Bida n'était pas aussi flexible que ça. On a fait un coup d'État, on l'a renversé pour mettre Ahidjo, qui était prêt à accepter tous les accords. On a signé quoi? Des accords secrets. Nous n'avons pas jusqu'aujourd'hui tous les teneurs de ces accords-là. Donc, ça veut dire qu'on avait créé un pays sous dépendance, malgré l'indépendance. Et par ces accords-là, nous étions devenus une sorte de tutelle, nous sommes placés à la tutelle française de manière officieuse. Et donc, c'est contre cette tutelle-là qu'ils appellent le néocolonialisme qui se combattent. Ils disent non, ce n'est pas l'indépendance que nous avons voulu, ce n'est pas des indépendances que nous voulons. Donc, le combat qui vient après l'indépendance, c'est un combat pour, entre parenthèses, la vraie indépendance. Puisque le pays a été d'abord accordé à ce qu'ils appellent fantouche, c'est-à-dire les adversaires de l'indépendance, Ahidjo n'avait pas l'indépendance. Je vous donne un exemple. En 1959, quand Fonch a fait la campagne, janvier 1959, pour faire la campagne au British Southern Cameroun, il demande le soutien d'Ahidjo qui est Premier ministre, il ne reçoit rien. Celui qui le soutient, c'est Sopo Priso et Kemavi Daniel. Donc Ahidjo qui est au pouvoir, s'il était pour l'indépendance, il aurait dû financer, il n'a pas financé. C'est quand ses amis français disent voir que le 8 va l'emporter, qu'il entend le cortège. Donc il veut dire qu'il faut que les Camerounais comprennent que le combat qui se mène à partir de 60, ce n'est pas un combat pour le pouvoir, c'est un combat pour la vraie indépendance, soit dit. Et c'est donc la raison pour laquelle, justement, on a ces activités, cette action qui est menée par Ernest Ouandié. Comment entre-t-il en scène, professeur? Et vous voyez que ceux qui les tuent, qui tuent Ouandié, ce n'est pas les Camerounais. Hein. S'ils tuent indépendants, qu'est-ce que les Français vont tuer quelqu'un pour notre pays? Est-ce que vous imaginez, c'est en on est indépendant, mais celui qui n'est pas dans le service secret camerounais et le service secret français. Hein? Comment vous pouvez dire que vous êtes indépendant alors que ceux qui sous-traitent votre assassinat, à tout là, ce sont les Français? Donc, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas. J'ai suivi un peu l'expression de Harry qui disait que c'est donner la chèvre, la corde. Oui, donc c'était ça. Donc moi, c'est un peu comme ça que je comprends. Alors, comment il entre en scène, Ernest En fait, après Ouandié? l'assassinat, d'abord, il est d'abord entré en politique par les syndicats, comme la plupart d'eux. Il était membre du USCCC, Union Syndicat Confédérée du Cameroun. Il entre en politique dans l'UPC
et donc il est élu vice-président. Et quand donc Moumié est assassiné, lui, il prend la relève. Et il faut dire aussi qu'à partir de 60, la répression était telle qu'il fallait un chef pour pouvoir mettre de l'ordre. C'est pour ça qu'il rentre dans le maquis avec courage pour pouvoir, soi-disant, organiser le maquis, pouvoir donner une forme de direction et donner même la formation aux gens, parce que beaucoup n'étaient pas formés idéologiquement, n'étaient même pas formés militairement. Donc il va se sacrifier pendant 9 ans pour former, mais la répression sera telle qu'il ne va pas résister. Et il faut aussi dire que, à mon avis, à partir de 60, du moment où l'Angleterre et tout se refusent le soutien, c'est difficile de faire une lutte révolutionnaire sans zone de repli. Et je crois que la plus grande faiblesse militaire de l'UPC, n'a pas eu cette zone de repli. Toutes les révolutions qui ont gagné, l'Algérie a eu des zones de repli, l'Angleterre, la Chine et tout ça, le Vietnam, sans zone de repli. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas gagner une bataille, un sanctuaire. Et c'est ce qui a manqué à l'UPC. Alors, peut-être faudrait ajouter, parce que c'était deux. Pourquoi King ne vient pas passer? King Abel est diagnostiqué hypertendu. En tout cas, il est affaibli. Oui, il est affaibli. Et c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle Wandji, qui est plus jeune et plus vigoureux, prend donc la relève pour diriger cette formation politique. Professeur Dikoumé, est-ce que, en parcourant les écrits, Ernest Wandji, certes, a vécu dans le Mongo, mais il semble qu'il n'est resté que 2 ans. Pourtant, il y a un certain nombre de choses qui sont, selon certains, n'est-ce pas, attribuent à Ernest Wandji dans le sens, n'est-ce pas, de mener un combat qui ne tenait pas, qui n'avait pas de sens. Vous qui avez subi, on va dire, d'une certaine façon, cette répression politique-là, quel a été le sens de l'action qui était menée par Ernest Wandji, peut-être de façon globale, mais est-ce que vous avez des anecdotes de son vécu dans la partie Mongo du Cameroun? Je vous remercie. Je ne vais pas parler en tant qu'ancien membre de Mandem, je parle en tant qu'historien, mais aussi en tant que natif d'un Konsamba. Je suis né en Konsamba, j'ai grandi en Konsamba, j'ai vu l'UPC mener la lutte dans le Mongo. Ernest Wandji rentre au Cameroun pour mettre en place une organisation. Pour essayer de fédérer les différents groupes qui se réclamaient de l'UPC. Et c'est ce qu'il va faire dans le Mongo. Malheureusement, il faut dire une chose. Dans le Mongo, avant l'arrivée de Wandji, il y avait déjà des bandes armées. Ces bandes armées étaient formées de gens sans loi, sans foi ni loi, et qui ont essayé de mettre le Mongo en coupe réglée. Lorsque Wandji arrive, il réussit à organiser certains groupes de nationalistes, mais qu'on le veuille ou non, il y en a qui lui échappent parce que ce qui les intéressait, ce n'était pas la politique, mais c'était tout simplement ce qu'ils pouvaient tirer de leur déprédation. Et il y a une confusion dans l'esprit de certains Camerounais. Parce que Wandji était le chef de l'UPC, le président de l'UPC, c'est lui qui a organisé tout ce monde et qui a cautionné les meurtres qu'on a vus dans le Mongo. Et c'est pour ça que certains se permettent aujourd'hui d'accuser un fervent nationaliste. Wandji était d'abord un militant nationaliste. Il était ensuite un révolutionnaire. Moi, je ne vois pas Wandji en train de cautionner un projet comme celui-là, mettre en coupe réglée le Mongo.
Comprenez? Donc, ceux qui aujourd'hui le traitent de bandit n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à la marche de l'histoire. Et ils n'ont rien compris à l'histoire de cette région qu'on appelle... Parce que dans le sillage de ce développement, on a entendu parler des expropriations des populations et bien d'autres choses. Non, il y a eu des abus. Il y a eu des abus. Et tout le monde a été victime de ces abus. Tous ceux qui habitaient le Mungo, il faut comprendre une chose, c'est que le Mungo a accueilli des gens qui venaient de partout, de toutes les régions du Cameroun. Ces gens se sont installés, certains volontairement, certains ont été amenés parce qu'il y avait des travaux forcés, parce qu'il fallait des travailleurs dans les plantations européennes, etc. etc. Ces gens se sont donc établis dans le Mungo. Certains ont fait fortune, certains, parce qu'ils travaillaient par exemple dans des plantations, ils étaient mal payés, n'ont pas fait fortune. Et c'est parmi ces gens qu'ont été recrutés ceux qui ont formé des bandes armées qui n'avaient rien à voir avec l'UPC. Hein? Il y a peut-être eu un certain nombre de gens qui ont quitté l'UPC pour s'engager dans ces bandes armées, mais on ne peut pas attribuer à l'UPC toutes les exactions qu'on a connues dans le Mungo. Alors, professeur, justement, j'allais revenir à vous sur cette question-là. Au finish, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a donc une confusion entre les groupes armés, les bandits, qui écumaient la région, et d'ailleurs, qui est antérieur à l'arrivée de Ernest Ouandié, ou bien il faut, à ne pas confondre donc justement avec ce que certains tentent d'appeler une sorte de révisionnisme. Non. Dans le journal La Voix du Cameroun de juillet 1962, Ouandié décrit une scène qui était commune là-bas. C'est-à-dire, même les gens du pouvoir montaient des gens. Il accusait normalement le député, comment on appelle là, Ekwabi Wane, de monter des gens, des groupes, pour aller attaquer les plantations, voler les récoltes, et voler les récoltes pour aller vendre et accuser l'UPC. Il a écrit normalement ça en juillet 62. Donc, que ce n'est pas... Si on ne peut pas être en même temps en train d'organiser le pillage et condamner le pillage. Et donc, pour dire qu'il y a eu des bandes dans toutes les révolutions, il y a des contre-révolutionnaires, c'est-à-dire des gens qui agissent à leur compte comme bandits. Il y a des gens qu'on organise, qu'on monte, que le pouvoir monte pour discréditer la lutte. Et ça s'est passé dans le Mungo. On a monté des gens pour discréditer la lutte, qui des bandits. Et donc, à mon avis, ma grande difficulté, c'est que des gens qui ne font pas un travail sérieux de terrain, d'investigation, lancent des accusations sur des gens, sur l'honneur, la dignité des combats des gens. Et ça, c'est minable. Oui, professeur. Je voudrais dire qu'il y a eu dans le Mungo ce qu'on a appelé une économie de guerre. Il y a des gens qui voulaient profiter des troubles qui régnaient dans le Mungo pour s'enrichir. On le sait. C'est la même chose qu'on voit aujourd'hui dans le Nozo. Hein? Il y a des gens qui échappent à tout contrôle. C'est des bandes armées qui rançonnent la population, qui se font payer des taxes, etc., qui n'ont rien à voir avec ceux qui dirigent le mouvement de rébellion ou qui a dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Si on s'en sort, au finish donc, il ne s'agit pas forcément d'une sorte de révisionnisme, mais plutôt une confusion, je n'ai pas voulu dire une sorte d'absence de culture. C'est gentil, il s'agit bien de révisionnisme. Moi, je vais vous dire une chose. C'est très bien le rapport que la France a sorti, il faut que les gens aillent le lire.
cette structuration du banditisme dans le Mungo commence en 1956. Parce que quand l'UPC entre en rébellion, elle n'entre pas. Quand l'UPC rentre dans le maquis, elle n'entre pas pour prendre les armes. Elle fuit une situation de violence qui lui est imposée. Et le comité central de Neubel et celui de Deido prépare, annonce au chef qu'il va falloir qu'on se prépare à la guerre parce que pour te protéger, il nous faut les armes. La deuxième étape, et le maquis recule d'abord en Sanagama comme nous l'avons vu, mais là-bas aussi il y avait eu des exactions jusqu'aux années 73. Sauf que quand la lutte veut s'organiser à partir de l'extérieur, Conakry et le Caire, et que les Moumiers, les Abel King commencent à avoir du soutien, on sait après qu'il y aura le front du Sud qui doit s'ouvrir. La France comprend que si cette résistance se met en place, elle risque d'avoir la même victoire que la résistance algérienne. Et elle amène les méthodes qu'elle avait vues là-bas. Les banditismes qui sont organisés dans le Mungo sont organisés par certains agents français et certains collaborateurs exfiltrés qui flairent, comme disait le professeur Dikoumé, l'occasion de s'enrichir en usant de la guerre. Vous avez vu Delaunay vous dire maintenant qu'il a organisé la garde civique. Mais certains agents actuels, certains notables de la région du Mungo de l'Ouest actuel, même certaines chaufferies ont été détournés et mis en place grâce à ce système parce qu'ils ont combattu les nationalistes. Allons faire les études. Donc ce n'est pas les UPC, ce n'est pas les héros nationaux du Cameroun qui ont utilisé cette situation. Elle avait été utilisée contre eux pour les discréditer. Et actuellement, ce que nous devons faire, justement, c'est rétablir la vérité et sanctionner. C'est rétablir la vérité et sanctionner. C'est pour ça que vous voyez, depuis le décret du 16 décembre 91, ça fait quand même beaucoup, ça fait 32. La loi qui porte réhabilitation de certaines figures. Vous imaginez une loi. Est-ce que vous savez que le premier nom c'est Amadou Aïdjo? Et vous imaginez quelqu'un dire qu'Aïdjo est un bandit et on le laisse, personne ne réagit. Vous croyez que c'est anodin? Moi je ne pense pas que c'est anodin, il ne faut pas qu'on s'amuse. Il s'agit de l'UPC. Parce que jusqu'actuellement, la France n'est pas contente de l'existence de l'UPC, même en arrière-plan. Parce qu'elle sait qu'elle a un devoir et un droit de rendre justice. Le Cameroun a le devoir et le droit de se faire rendre justice. Il n'y a pas de prescription sur les crimes. Donc actuellement, ce qui vous semble léger et bénin est très grave. Il s'agit là d'actes condamnables. Et il nous faut les dénoncer avec la dernière énergie. Parce que, si nous prenons le cas de Moumié, par exemple, nous sommes en train de nous organiser pour la réouverture du procès, pour que le peuple camerounais soit respecté. Il faut que notre sang ait un prix, et un prix fort. Les Suisses et les Français doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait. Puisqu'actuellement, il n'y a plus de doute. La France a reconnu. Vous parlez de Moumié qui a été assassiné. Oui, la France a reconnu. La France a reconnu que c'est elle. Il n'y a plus de non-lieu. Actuellement, là, nous avons un document. Le rapport a reconnu qu'ils ont mené cette bataille. Donc, il n'y a plus de débat là-dessus. Maintenant, c'est comment on fait. Et au niveau national, il faut donc qu'elle reconnaisse, puisqu'elle a dit dans son rapport qu'elle a les collaborateurs. Et c'est eux qui dirigent le Cameroun. Le Cameroun est encore considéré comme un département français. Il faut qu'on le dise la vérité. On est un département avec une autonomie interne complète, plus ou moins. Alors, puisque nous faisons un focus ce soir, Bengan Kaye, sur Ernest Mandier, il me semble qu'il y a une ou deux anecdotes sur la vie de ce personnage en rapport avec le sens élevé qu'il avait, n'est-ce pas, de la personne humaine. Il y a je crois, une anecdote qui concerne le colonel Édouard Etonde Koto. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que le colonel. En fait, on va citer deux qui sont vivants. C'est Mingue. En 61-62, c'est Mingue est lieutenant à IDEA. Et Etonde Koto est là. Mais surtout, il y a Titus Malonga aussi. Parce que lorsque Wandier arrive, comme l'ont dit les précédents orateurs, il organise le 15 septembre 1961 une réunion de réorganisation du maquis. Voilà ce qu'il dit. Toute organisation militaire ou paramilitaire qui continuera à se couvrir du manteau de l'UPC et de son armée pour commettre des actes et exactions sera considérée
comme servant la contre-révolution. C'est clair. Il se passe donc La quoi? discipline. En Sandaga maritime, ici vous avez entendu parler de Tank Noé, un certain nombre de choses, à partir des DA, pour le long, je vais dire toute la zone Longas et d'autres, ont un quartier général à Japoma. Et c'est encadré par les Tank Noé. Ils prennent en tenaille l'armée camerounaise, parmi lesquels Semengue. Wandje dit surtout pas eux. Parce qu'il y avait une certaine lecture au faciès. Parce qu'on dirait, il y a les Tchadiens dans, il y a. Donc pour l'armée, constituée par Wandje, dont l'un des lieutenants était d'ailleurs un gars de Mongo, Makembentolo, son nom de code c'était Freeboy. C'est lui, il était commandant dans la région de Tchang, mais il contrôlait. Il dit surtout pas lui. Pourquoi? Parce que c'est eux, surtout lui, Semengue, qui constitueront l'armée de demain. Ils font la même chose dans le Mongo, où Edouard Retonde Kolto est pris en tenaille. Il dit ne tirez pas. Et non seulement il dit ne tirez pas sur Edouard Retonde Kolto, ne tirez pas sur Semengue, il va plus loin en disant actuellement au Cameroun, l'officier le plus ancien au grade le plus élevé, c'est un anglophone qui s'appelle Titus Malongué. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour mettre nos enfants en transition? Donc il envisage donc, bon, on les invite, mais qui ils ne verront pas plus que le fonds d'investissement pour le développement économique et social, c'est un fonds français. Ils n'accepteront pas. Comment trouver les agents à l'extérieur pour pouvoir parler à ces trois brillants qui ont fait, et l'autre vient de la Grande-Bretagne, les deux autres en France, Saint-Cyr notamment, pour leur dire que le Cameroun leur appartient et comment organiser la lutte. Voilà, en réalité, c'est des témoignages que nous avons eu, moi, de Makembentolo, plus d'autres. Donc, qui était lorsque même j'ai lu, j'avais parlé, bon, aujourd'hui, je dirais de glorieuse mémoire, Charles Ateba Yéné, quand il fait l'interview avec le général Semengue, je lui ai dit, il est ancien de l'église, fais-moi le rencontrer. Même colonel Bank, d'ailleurs, il avait contesté certaines orientations, il a dit, nous avons combattu les nationalistes, mais en fait, ces gars ne voulaient pas nous tuer. Vous voyez, c'est ça l'orientation d'Ernest Wandje. Alors, professeur Emmanuel Tunchoa, sur les anecdotes que rappelle ici Bingan Kaindie, le sentiment donc qu'on peut avoir, c'est que Ernest Wandje, puisque c'est de lui qu'on parle, avait une vision du Cameroun. Il le voyait plus loin que ces luttes nationalistes et ces questions circonstancielles. Si vous voyez bien, si vous avez connu le combat révolutionnaire n'est pas de tuer quelqu'un, c'est de créer un rapport de force pour négocier. C'est ça le but, c'est créer un rapport de force favorable pour négocier. Ce n'est pas de tuer pour tuer, ce n'est pas la tuerie, ce n'est pas par plaisir qu'on tue quelqu'un. Donc dans le cas d'espèce, il se dit, si nous prenons le pouvoir demain, nous avons besoin de faire une armée. Si nous tuons tous les généraux de l'armée de Cameroun, l'armée n'auront pas une armée demain. Donc ça c'est des officiers. Donc le rôle c'est cette carence idéologique qui amène les gens à dire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de tuer, ce n'est pas pour tuer, ce n'est pas par plaisir que les gens sont entrés en guerre. C'est parce qu'ils ont voulu créer un rapport de force. Et c'est après l'échec de toutes les négociations qu'ils se sont dit, bon, on va créer un rapport de force armée pour pouvoir négocier. Oui, comprenez. Donc, à mon avis, ça, il faut bien comprendre. Imaginez-vous que pourquoi est-ce que la lutte armée prend une retournure? Regardez bien, en 1957, les Français décident la loi cadre. Et dans la loi cadre, pour la première fois, on va faire des élections démocratiques au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent d'appliquer le suffrage universel direct. D'abord ça, il faut bien comprendre. Oui, c'est-à-dire qu'on a encore un suffrage restreint, où on choisit les électeurs, on choisit les éligibles. De deux, ils refusent de faire une loi d'amnistie qui permet à ceux qui avaient été écartés de la scène politique d'entrer pour négocier. Donc, en fait, on fait tout et tout pour pour écarter ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient contribué au combat national. Et c'est parce qu'ils se sentent écartés de l'avenir du pays qu'ils disent non, il faut créer un rapport de force favorable pour pouvoir négocier, imposer un agenda au Cameroun. Voilà un peu le cœur de la lutte. Ce n'était pas par plaisir ou parce qu'on voulait voler une poule, une chèvre ou le café. C'est pas ça.
Ça, c'est vraiment, c'est une manque de culture intellectuelle et politique. Alors, professeur Albert Dikoumé, en regardant tout ceci et en écoutant les uns et les autres, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir du sens du combat qui était mené par Ernest Ouandié? Quelle était sa vision et comment il entrevoyait le Cameroun, le vrai Cameroun, le Cameroun véritablement indépendant? Quand vous parlez d'Ernest Ouandié, vous parlez de l'UPC. Puisque Ernest Ouandié n'était pas un homme seul. Il appartenait à une formation politique qui s'appelait l'UPC. C'est la vision de l'UPC. On vous a dit que la vision de l'UPC voulait pour le Cameroun la réunification, l'indépendance et sur le plan politique, sur le plan économique, l'élévation des standards de vie des populations. Voilà. Donc, c'est cette vision qui était celle de Ouandié, mais aussi de la plupart des UPCistes. Il fallait que le Cameroun soit véritablement indépendant. Est-ce que le Cameroun, en 1960, était indépendant? Nous avons parlé des accords secrets de la décolonisation. Pourquoi il y a eu ces accords secrets de la décolonisation? Pour que la France continue d'avoir la même mise sur le Cameroun. Si vous alliez dans les ministères, il y avait plein de conseillers techniques qui encadraient les responsables de ces ministères. Lorsque vous alliez même dans les établissements scolaires, il y avait des coopérants. Il y avait des coopérants. Moi, j'ai été au lycée de Nkonsamba, à l'exception de M. Essonedou, qui a été le premier proviseur du lycée de Nkonsamba. Les autres étaient des Européens. On avait le proviseur, on avait le censeur, on avait le suivi général. Pourquoi tout ceci après l'indépendance? Tout simplement parce que même au niveau des programmes scolaires, ceux-ci devaient avoir le quitus de la France. En général, c'était des programmes qui étaient élaborés par les Français. La CCT est devenue... Voilà. Donc, les Français n'ont jamais voulu octroyer une véritable indépendance au Cameroun. La preuve, jusqu'aujourd'hui, non seulement le Cameroun, mais la plupart des pays de l'ancienne Afrique occidentale française, de l'ancienne Afrique équatoriale française, utilisent encore le franc CFA. Alors que toutes les anciennes colonies britanniques ont chacune sa monnaie. Cela signifie quelque chose. Ces accords nous gâchent encore la vie jusqu'aujourd'hui. Nous sommes encore victimes de ces fameux accords. Autrement dit, Kandji... ce que je voulais ajouter, c'est poser une question. Pourquoi c'est aujourd'hui que surgissent tous ces critiques contre Ouandié, contre l'UPC et même contre Oumniobé? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi en 2025? Et quelle peut être la réponse à la question, professeur Albert Dikoumé? Tout simplement, la situation est presque la même. La situation politique du Cameroun. Les élections, c'est l'année des élections. Oui, absolument. Mais faut... Ernest Ouandié est l'un des pères de la liberté du Cameroun et de son indépendance, jusqu'aujourd'hui. Et je vais profiter de l'occasion que vous me donnez pour dire que si cette question revient aujourd'hui, sous cet angle-là de discrédit, c'est parce que le monde se retrouve à nouveau dans les scénarios des années 60, avec les questions de développement, les questions même du début du 19e siècle pour les peuples impérialistes, la quête des matières premières et des débouchés. Si le Cameroun, le projet Cameroun, tel que Ernest Ouandié et ses camarades l'avaient pensé,
on va en fait vers le réveil de l'Afrique à partir du réveil du Cameroun. Voilà pourquoi on s'acharne à la fois sur l'UPC et sur les héros du peuple camerounais, sans que ceux qui ont signé le décret ne les défendent. Il faut relever ce point de vue. Parce que Wandje est comme Aïdjo ou comme Biya lui-même. Donc, outrage à Wandje égale outrage au président de la République. Et le code pénal actuel du Cameroun sanctionne de manière sévère. Mais jusqu'à présent, personne n'a bougé son petit doigt. Alors, Benga Kandji, finalement, qu'est-ce qu'on retient à la fin de cette